où il enseigne la vie politique aux États-Unis. Il a publié des dizaines d'ouvrages et d'articles sur la politique américaine. Il commente régulièrement l'actualité politique américaine dans les médias québécois et canadiens. Quant à Karine Prémont, elle est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Ses recherches portent principalement sur le processus décisionnel en politique étrangère américaine. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages et elle commente régulièrement l'activité politique des États-Unis dans les médias. Les deux présentateurs ont choisi de combiner leurs présentations et disposeront donc de 30 minutes au total. Alors, Frédéric et Karine, je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. Lévesque. Bonjour, Karine. Bonjour à Frédéric. Tous et à toutes. Merci aussi à Maude Drapeau et Lise Pichette et l'Association des économistes québécois de nous recevoir aujourd'hui. On a décidé de faire la présentation ensemble, Karine et moi, on travaille souvent ensemble. Et on va donc y aller à tour de rôle. Et je sais que Karine va projeter, je pense, nos diapositives. Oui, je vais le faire maintenant. Et Karine, je te laisserai commencer si tu veux bien. Oui, je veux juste m'assurer que tout le monde voit bien la présentation. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est parfait. Merci. Excellent. Donc, effectivement, on nous a donné 30 minutes à deux. Donc, on va faire le mieux pour que ce soit le plus clair possible. Donc, voici en gros le plan qu'on vous propose aujourd'hui. Vous voyez là qu'on va se prêter la parole de temps à autre. Alors, je vais commencer justement avec le bilan de Donald Trump parce qu'on pose toujours la question du bilan du président sortant avant peut-être d'en accueillir un nouveau ou en tout cas d'obtenir un deuxième mandat. Et la première chose que je dirais, je ne vais pas là, aller dans le détail de tous ces éléments-là. La première chose que je dirais cependant, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle PolitiFact qui retrace les promesses des politiciens, des présidents en particulier depuis plusieurs années, et qui détermine combien parmi ces promesses-là sont tenues, sont non tenues, sont des compromis, ont été le fruit de compromis. Et si Barack Obama se tenait dans la moyenne des promesses tenues et de compromis, c'est-à-dire à peu près 70 %, Trump est nettement en deçà de ce chiffre-là. À l'heure actuelle, on considère qu'il a tenu 24 % de ses promesses. C'est ce que j'ai mis dans la colonne accomplissement, donc qui peut vouloir dire promesses tenues aussi. Et il est à 49 % de promesses non tenues, ce que j'ai mis dans la catégorie échec. Et 20 % des promesses qu'il a faites pendant sa campagne de 2016 ont été l'objet de compromis et d'autres sont un peu en cours d'élaboration. Donc, on voit là qu'en termes de bilan, ce président très controversé est déjà en deçà, je vous dirais, de ce qu'on retrouve habituellement. Et Obama, c'est ça, comme je vous dis, était dans la moyenne comme ses prédécesseurs. Maintenant, deuxième chose peut-être importante à rappeler, parce que cette année 2020, ma foi, est riche en événements de toutes sortes, je pense qu'on peut au moins s'entendre là-dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier que Trump a été l'objet d'une procédure de destitution en début d'année. Et c'est quand même uniquement le troisième président de l'histoire à avoir fait l'objet d'une telle procédure. Il en a été sorti, il est sorti acquitté de la procédure du Sénat et ça ne l'a pas beaucoup affaibli. La particularité de Trump, et Frédéric pourra le confirmer, j'espère en tout cas, c'est que son taux d'approbation demeure depuis toujours à plus ou moins 40 %, peu importe ce qui se passe. Donc, la procédure de destitution n'a pas eu d'effet à long terme sur son taux d'approbation. Et ce sont les particularités de ce président, un bilan un peu en dessous de la moyenne, en fait assez en dessous de la moyenne, et un taux d'approbation malgré tout qui se maintient, peu importe. Je vais juste peut-être souligner quelques-uns de ses accomplissements, quelques-uns de ses échecs là, pour qu'on ait à l'esprit là, des choses qui, quelquefois, sont un peu plus anciennes. D'abord, la nomination des juges. Je pense que c'était un des mandats de la présidence Trump qui justifiait notamment l'appui de la droite chrétienne aux États-Unis, des évangéliques aux États-Unis, que de nommer des juges conservateurs dans les cours de justice fédérale. Trump a eu l'occasion de nommer, présentement, il nomme un troisième juge à la Cour suprême et il a surtout nommé 25 % des juges fédéraux à l'heure actuelle et surtout dans les cours d'appel. Donc ça, c'est très important parce que c'est souvent là que le processus se termine. Donc 25 % des juges fédéraux ont été nommés par Trump. Obama en a nommé 39 % au total, mais je rappelle que c'est sur 2 mandats. Ici, on parle de 25 % en un mandat. Donc ça, c'est un des grands accomplissements de l'administration Trump, d'avoir réussi à nommer autant de juges conservateurs au fédéral. Une deuxième réalisation de Trump, c'est la question de la réforme fiscale. Là, j'ai passé rapidement par-dessus l'ALENA et la création de
la force spatiale, la Space Force, pardon, mais parce qu'on connaît peut-être davantage la question de l'ALENA ici, mais la réforme fiscale aussi, c'était une promesse de l'administration Trump, notamment la réduction du taux de taxation des entreprises, de certains individus aussi. On a vu que c'était une réforme qui faisait du bien surtout aux familles et aux individus les plus riches, mais ce qu'on souhaitait avec cette réforme-là, c'était essentiellement de donner un petit boost en bon québécois à l'économie. Ça ne s'est pas produit, essentiellement parce qu'il y a eu la COVID aussi, mais parce que ces réductions de taxes-là touchaient surtout des catégories de gens qui dépensaient de toute façon, ou en tout cas étaient déjà privilégiés par l'économie américaine. Un autre accomplissement de l'administration, peut-être plus consensuel celui-là, c'est la réforme de la justice criminelle. Et ça, notamment par l'adoption d'un projet de loi qui s'appelle First Step Act, qui a été adopté par les deux partis, donc un effort bipartisan assez rare par les temps qui courent, qui permet de réduire les incarcérations, notamment de gens qui ont commis des crimes non violents ou reliés à la drogue. Donc, on est dans la poursuite de ce que l'administration Obama avait fait avant. Ensuite, les trois derniers éléments, retrait de l'accord de Paris, rapprochement avec la Corée du Nord, accord de paix entre Israël et des pays arabes dans lesquels Trump a servi de modérateur, son administration a servi de médiatrice. En fait, ce sont surtout des accomplissements symboliques parce qu'en politique étrangère, la particularité, c'est que ce qui est considéré comme un succès par Trump n'est pas nécessairement un succès pour les spécialistes ou les analystes de la politique étrangère ou pour les États-Unis eux-mêmes. Et ça fait partie peut-être des trois éléments que Trump considère comme des succès, mais qui ne donnent pas nécessairement de meilleurs résultats que ce qu'on avait auparavant. Donc, ça, c'est dans la colonne plus. Je vais essayer, je pensais que je verrais le temps défiler sur mon écran, je ne le vois pas, alors vous m'arrêterez si jamais je déborde. Mais je veux revenir peut-être sur quelques promesses non tenues ou quelques échecs. La question de la dette nationale, c'était un enjeu aussi pendant la campagne de 2016. La dette actuelle, elle est à plus de 3 000 milliards de dollars, je crois. Évidemment, il y a les circonstances de la pandémie, mais néanmoins, on n'est pas sur la voie ici, même d'un plan de relance d'ailleurs de l'économie, donc ça risque peut-être de se creuser davantage. La construction du mur, on n'a pas tellement élargi le mur qui existait préalablement. On a surtout mis de l'argent pour réparer les sections plus défaillantes parce que essentiellement, on n'a pas réussi à obtenir les fonds du Congrès. La loi Obamacare, Obama avait promis dans les 100 premiers jours de son administration de remplacer Obamacare par quelque chose de mieux. Jusqu'à maintenant, les républicains ont réussi à affaiblir ce programme-là, mais on n'a pas encore de remplacement. Et c'est la même chose, par exemple, pour l'accord nucléaire avec l'Iran. Trump l'a déchiré en disant « j'avais trouvé un meilleur accord ». On attend toujours cet accord-là. Et dans la foulée de l'escalade des tensions qui s'est produite à la fin 2019, début 2020, ben, on n'est pas à la veille, sans doute, de voir un nouvel accord de cet ordre-là. Le leadership des États-Unis dans le monde est en déclin. Si on se fie aux différents sondages, quand on demande aux populations à l'étranger, quand on demande aux dirigeants à l'étranger quelle est la nature de leur relation avec les États-Unis depuis que Trump est là, ben, ce ne sont pas des données qui sont très positives. On pourra peut-être en revenir là-dessus dans la période de questions. Mais c'est surtout la gestion de la pandémie, je vous dirais, qui a fait beaucoup de tort à Trump. On le blâme beaucoup pour cette mauvaise gestion. On parle de 220 000 morts à peu près aux États-Unis. Alors, quand on compare avec d'autres pays, c'est beaucoup. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Là, on a une section complète sur la gestion de la pandémie. Mais voilà, en gros, là, l'état des lieux à l'heure actuelle. Encore une fois, s'il y a des questions sur des éléments plus précis, là, on pourra y revenir à la fin de la présentation. Alors, Frédéric? Merci beaucoup, Karine. Donc, je suis content que Karine ait mis l'accent sur ce qu'on pourrait appeler des échecs du président Trump ou des choses qu'il reste à faire au cours des 4 prochaines années. Parce que quand les gens me demandent quel est le programme de Donald Trump pour les 4 prochaines années, ben, ce qu'on se souvient, c'est qu'à la convention républicaine, nationale du parti, en contexte de pandémie, ce que les républicains nous ont dit, c'est qu'il n'était pas possible de réunir tous les délégués pour rédiger une plateforme très, très détaillée pour 2020. Donc, ce que les républicains et Trump ont dit, c'est qu'on poursuivrait sur la lancée de 2016. Donc, Trump persiste et signe et veut essayer au cours des 4 prochaines années de réaliser ce qui se retrouvait dans la colonne de droite, dans les éléments dont Karine vient de parler. Donc, sur l'économie notamment, il y a une promesse de réduire encore davantage les impôts des Américains et de rendre permanentes certaines des réductions d'impôts qui ont été garanties grâce à l'adoption de la réforme fiscale de Trump en 2017. C'est très, très important aussi pour Trump de continuer à protéger les travailleurs américains
contre les accords de commerce qui sont défavorables aux intérêts des États-Unis selon Trump. On l'a vu renégocier l'ASEUM avec le Canada et le Mexique en essayant de donner un plus grand accès aux travailleurs américains dans le secteur laitier, au marché canadien notamment. Les États-Unis poursuivraient sous Trump ce type de politique commerciale et notamment à l'égard de la Chine, parce qu'on le sait, Trump veut faire fléchir la Chine sur plusieurs questions, le respect de la propriété intellectuelle des entreprises américaines. Il voudrait aussi que Pékin cesse de manipuler sa devise pour pour exporter davantage de produits américains de produits chinois en sol américain. Donc, je dirais que sur le plan commercial, Trump voudrait poursuivre un petit peu la politique qu'il a mise de l'avant durant les 4 premières années de sa présidence. Sur le virus, il nous dit que les choses vont bien aller au cours des prochaines années, mais c'est difficile de savoir quel est le plan précis. Et je ne le dis pas pour critiquer le président, là, nécessairement, c'est que c'est difficile de retrouver des éléments d'un plan précis pour lutter contre le virus. Donc, vous l'avez vu au cours des dernières semaines, Trump a été atteint lui-même par la COVID-19 et ce qu'il a dit au fond, c'est que le masque, ça, c'est la responsabilité individuelle de chacun. On peut le porter si on sent que ça nous protège, mais si on a l'impression que c'est pas tout à fait utile au travail, par exemple, pourquoi le porter? Donc, Trump nous dit, c'est un peu la responsabilité individuelle des gens. Le vaccin s'en vient bientôt, de nous dire Trump, mais on n'a pas encore beaucoup de détails sur des dates, sur des échéanciers et tout ça. Et j'en reviens au fait qu'il a été atteint par le virus. Son expérience personnelle avec le virus l'a convaincu encore peut-être davantage qu'on ne doit pas se laisser maîtriser par le virus. Individuellement, on peut s'en sortir et socialement aussi, il ne faut pas fermer nos économies, l'économie américaine, de façon sans borne, en fait. Ça peut nuire à l'économie américaine que de faire ça. Et ce qu'il a dit encore hier à son rallye, son rassemblement public au Nevada, c'est que lui a été guéri du virus grâce à un médicament produit par la compagnie, en fait, le médicament Regeneron, dont vous avez peut-être entendu parler. Et ce que Trump promet, c'est que ce médicament ou un autre médicament serait offert gratuitement grâce à des investissements gouvernementaux aux gens qui sont atteints du virus au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Donc, des annonces, mais pas beaucoup de détails précis sur ce que Trump veut faire pour régler ce grave problème. Sur les tensions raciales, Karine va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais Trump mise beaucoup sur le thème de la loi et de l'ordre. La loi et l'ordre, un peu comme il l'avait fait en 2016, en disant, il faut investir, donner aux forces policières les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre dans nos villes lorsqu'il y a des manifestations, des tensions raciales, comme il y en a eu depuis l'assassinat de George Floyd en mai dernier. Sur l'environnement, rien ne change. Et je vais aller un petit peu plus vite pour vous parler du programme de Joe Biden. Lorsqu'on est allé au New Hampshire au début de l'année 2020, avec une équipe de la chaire Raoul d'Endurant, on fait souvent du terrain durant les élections américaines. Et lors des primaires au New Hampshire, en février, avant le début de la pandémie, on a eu l'occasion de rencontrer Joe Biden. On lui a parlé, on a jasé avec son équipe de campagne et on a rapporté du matériel de campagne électorale du New Hampshire à ce moment-là. Et j'ai presque envie de vous dire que le programme de Biden peut se résumer en 2 mots, Beat Trump. Et ça, il le dit depuis le début. Il dit au fond, c'est l'âme des États-Unis qui est en jeu. Si on ne bat pas Trump, les 4 prochaines années permettront à Trump de changer encore davantage le visage des États-Unis. Mais bon, je ne veux pas trop simplifier. Il y a ça, mais il y a autre chose. Sur l'économie, M. Biden propose d'augmenter les impôts des plus riches, les gens qui gagnent plus de 400 000 $ par année, veut augmenter les impôts des entreprises, veut augmenter les impôts des gains en capital à long terme. Donc ça peut avoir un effet sur ceux et celles qui investissent en bourse aux États-Unis. Il veut utiliser cet argent-là qu'on irait récupérer auprès des plus riches pour réinvestir dans de grands programmes d'infrastructure, ce qui permettrait de relancer l'économie après la pandémie. Et ce qui est particulier au programme de Biden, c'est qu'il lie la relance économique à la protection de l'environnement, la lutte au changement climatique. Donc, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de promesses économiques qui visent des investissements gouvernementaux pour rendre les bâtiments plus éco-friendly, les maisons des Américains aussi, donc des subventions qui permettraient d'aller de l'avant avec ce genre de politique. Sur le virus, Biden dit que Trump ne fait pas assez confiance aux scientifiques. D'ailleurs, hier au Nevada, Trump le disait, j'écoute pas trop les scientifiques parce que les scientifiques me feraient fermer l'économie. On entrerait en récession. Biden dit qu'au contraire, il faut les écouter peut-être un petit peu plus et que si les scientifiques nous disent qu'il faut absolument porter le masque au cours des prochaines années, il pourrait y avoir un mandat national
demandant ce genre de choses. Sur l'environnement, retour des États-Unis dans les accords de Paris, les investissements dont j'ai parlé tantôt. Et en santé, je vais terminer là-dessus. Au fond, Biden propose de construire sur les acquis de Barack Obama. La réforme Obamacare a été adoptée durant la présidence Obama et permet à des millions d'Américains d'acheter une assurance auprès des assureurs privés. Biden va aller un petit peu plus loin en offrant une option publique aux Américains et aux Américaines, donc un choix public lorsque vient le temps de s'assurer, ce qui pourrait avoir un effet sur le coût des assurances qui sont offertes par les assureurs privés. Donc, je termine en disant que si on regarde le programme de Biden, c'est un retour évidemment aux années Obama, mais avec une touche de Bernie Sanders là-dedans, parce que les deux, Bernie Sanders et M. Biden, se sont beaucoup parlé durant les primaires. Et pour aller chercher la base démocrate, Biden propose en ce moment, je ne sais pas si Karine serait d'accord, mais probablement un des programmes les plus à gauche de l'histoire du Parti démocrate. Je pense que c'est important, justement, Frédéric a présenté un peu les positions des deux candidats sur la COVID-19. Je pense que c'est important de revenir là-dessus, d'en discuter un peu plus longuement parce que je dirais c'est vraiment, et encore une fois aussi, j'espère que Frédéric sera d'accord, c'est vraiment, je pense, qu'il a tout changé cette année, ce qui a freiné l'air d'aller de Donald Trump parce qu'au début de l'année, après être sorti victorieux de cette procédure de destitution, il n'y a pas beaucoup de gens là, qui comptaient Donald Trump pour battu en novembre. Mais la pandémie est venue tout changer, est venue tout bousculer parce que c'est une des pires crises que les États-Unis ont vécues dans leur histoire. Alors forcément, ça laisse des traces. Je vous ai mis un graphique sur le taux d'approbation du président en lien avec sa gestion de la pandémie parce qu'il y a quand même 57% des Américains qui désapprouvent la façon dont il a géré cette crise-là, notamment parce qu'il avait cette attitude très nonchalante. Il l'a encore, Frédéric l'a démontré tantôt, à l'égard de la pandémie, à l'égard des mesures qu'il fallait adopter. Et on l'a su avec la publication de différents ouvrages, dont celui de Bob Woodward, Rage, récemment. On a vu que le président, en fait, a minimisé auprès du public américain la gravité de cette crise-là et peut-être, justement, empêcher de prendre contrôle de la situation plus rapidement chez les Américains. Et quand on regarde les taux d'approbation, ce que ça ne nous dit pas, ce graphique-là, c'est qu'il y a une polarisation assez importante aussi parce que Trump a réussi, et c'est peut-être là un des éléments qui explique pourquoi la pandémie a un effet négatif sur sa campagne, parce que Trump a polarisé cette crise-là, politisé cette crise-là. Parce qu'il s'en est pris beaucoup aux gouverneurs démocrates en faisant du chantage avec eux à quelques égards, notamment la gouverneure Whitmer du Michigan, en particulier le gouverneur Cuomo de l'État de New York, en disant arrêtez de me critiquer, peut-être que je vous enverrai davantage de matériel. Donc, on se rappelle de ça au début de la crise, comment c'était très tendu politiquement que cette crise-là, parce qu'il y avait dans la rhétorique de Trump, à tout le moins, une politisation de la crise. Et donc, ça se reflète dans les taux d'approbation de la gestion Trump parce que sur le 57% qui désapprouvent, ce sont surtout des démocrates. 84% des démocrates désapprouvent et seulement 21%. Donc, on voit qu'il y a un grand écart entre les deux partis. Et cet écart-là se reflète aussi dans l'importance que l'enjeu de la COVID a pour les Américains, parce que pour 82% des démocrates, la pandémie, c'est un enjeu majeur de la campagne, et c'est seulement 39% des républicains qui sentent que la pandémie devrait être un enjeu majeur de la campagne. Donc, on voit qu'il y a un clivage partisan sur cette question-là. La principale conséquence, je dirais, de ça, c'est le vote par anticipation. Je pense que c'est comme ça que ça se concrétise actuellement, c'est-à-dire que parce que les gens ont peur, parce que les gens aussi craignent la question du vote électoral, du vote par la poste, pardon, on pourra en reparler aussi dans les questions, mais les gens ont décidé d'aller voter massivement par anticipation. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un peu plus de 20 millions de personnes qui ont déjà voté pour l'élection de novembre, soit en personne, soit par la poste. C'est 10 fois plus qu'en 2016. C'est vraiment beaucoup de gens. Et ce sont surtout des démocrates, là, c'est le double des démocrates, en fait, qui vont voter par anticipation dans la quarantaine d'États qui compilent ces données-là. Évidemment, les gens qui surveillent ça de très près s'attendent à un taux record de participation lors de cette élection-là. Et quand on regarde historiquement qui s'avantage quand il y a une forte
participation, bien, généralement, ce sont les démocrates. On le sait, quand les femmes, les Afro-Américains, les jeunes vont voter aux États-Unis, ce sont les démocrates qui en bénéficient, et alors que les républicains votent toujours pas mal de façon constante au fil des élections. Donc, quand il y a une participation massive, souvent, ce que ça veut dire, c'est que ces trois catégories d'électeurs ont voté davantage. Maintenant, il faudra voir là, le soir de l'élection, le 3 novembre, qui va se déplacer. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des États qui vont compiler les votes reçus par la poste là, des jours suivant l'élection. Donc, tout ça est un peu complexe et il faut s'attendre peut-être à ne pas avoir le résultat de l'élection le 3 novembre. Donc, on fait durer le plaisir, comme si ça ne fait pas déjà 1 an et demi que ça dure, ce plaisir-là. On va l'étirer encore un petit peu. Mais donc, je pense que la pandémie de COVID-19, la façon dont Trump a politisé cette question-là, lui a nui. Parce qu'il aurait pu justement s'élever un peu au-dessus de la mêlée, faire figure de rassembleur, essayer de résoudre cette crise-là plutôt que d'être dans le déni, parce qu'évidemment, ça avait un impact sur l'économie qui était sa principale carte en vue de l'élection. Et ce que ça a occasionné, évidemment, cette peur-là, cette gestion un peu chaotique, c'est un vote par anticipation massif. Alors, encore une fois, peut-être que ça va nuire aux républicains. On le saura, évidemment, le 3 novembre. Oui, et ce que Karine dit sur la pandémie est très, très important. Votre attention sur ce tableau qui nous permet de voir quels sont les principaux enjeux qui intéressent les Américains en vue de cette élection du 3 novembre. Donc, j'ai encerclé 4 enjeux en rouge ici. Karine vient de vous parler de la pandémie du coronavirus. Juste pour vous rappeler. Pardon? Oui, parfait. 10 minutes. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, vous voyez au bas de l'écran, il y a 25% des personnes sondées par Gallup ici qui nous disent que pour eux, le coronavirus est l'enjeu le plus important de l'élection. Ça, c'est un quart des électeurs. Un autre 25% dit que le leadership gouvernemental représente un enjeu important. 13% les relations raciales et les tensions raciales et seulement 9% pour l'économie. Je dis seulement 9% parce que, bon, l'économie reste un enjeu important, le 4e enjeu le plus important pour les électeurs si on se fie à ces données de sondage. Mais ce que Karine vient de dire est très important. Donald Trump voulait mener cette campagne électorale-là sur son bilan économique. Il ne faut pas oublier que le taux de chômage avant le début de la pandémie était d'à peu près 3,8% aux États-Unis. Il a bondi à près de 15% au mois d'avril. Il est retombé en dessous de 8% en ce moment. C'est la raison pour laquelle, notamment, il y a moins de gens aujourd'hui qui disent que l'économie est un enjeu important qu'il y en avait au mois de mai ou au mois de juin, où les gens étaient très, très inquiets de l'effet de la pandémie sur l'économie. Mais quand même, Trump a un peu plus de difficultés en ce moment à ramener l'attention sur disons, ses réalisations économiques. Et il y en a quand même un certain nombre, il faut le dire, mais je ne comprends pas pourquoi Trump ne met pas autant l'accent là-dessus. Mais bon, les réductions d'impôts, on en a parlé tout à l'heure, la renégociation de l'ASEAN avec le Canada et le Mexique est un enjeu qui a fait beaucoup de contents, de personnes satisfaites aux États-Unis si on regarde les sondages. Et la raison pour laquelle je me demande pourquoi Trump ne fait pas plus campagne sur son bilan économique, c'est que vous le voyez ici dans le tableau, c'est à peu près le seul enjeu sur lequel il a encore un avantage sur M. Biden. Et là, ça dépend des sondages. Il y a des sondages qui démontrent que M. Biden est le candidat préféré de la pluralité ou de la majorité des électeurs sur l'économie. Mais généralement, ce qu'on constate, c'est que Trump a plus de difficultés à s'imposer sur la pandémie, Karine vient d'en parler, les relations raciales, elle va en parler dans un instant. Et Trump est plus populaire sur les questions économiques, notamment parce que Biden promet de revenir sur sa réforme fiscale de 2017 et d'augmenter les entreprises. Mais bon, ce n'est pas l'enjeu le plus important aux yeux des Américains, donc ça nuit quand même à M. Trump en vue du 3 novembre. Et Karine, je te redonne la parole tout de suite parce qu'il nous reste peut-être 10 minutes, même pas 8 minutes, donc on va essayer de passer sur les derniers éléments un petit peu plus rapidement. Parfait. Alors, revenons justement sur les tensions sociales, sous-entendant les tensions raciales, parce que c'est surtout de ça dont il est question. Ça a alimenté les médias pendant tout l'été, justement avec la mort de George Floyd. Et c'est un contexte que beaucoup d'historiens rapprochent avec celui de 1968, les élections très tendues de 1968, parce qu'on est dans le même bain social, si on veut, dans la mesure où il y a des tensions raciales, il y a le discours de la loi et l'ordre
que Nixon tenait en 68 et qui est tenu par Trump aujourd'hui, des attaques contre les médias qui s'ajoutent à ça. Mais le problème, c'est vraiment, et on le vu avec le tableau précédent, la façon dont Trump réagit par rapport à ces tensions-là, plutôt que de se servir de ce contexte-là pour justement étoffer des politiques, pour rassembler les gens, pour essayer de trouver des solutions. On est toujours dans une rhétorique qui est divisive. Et de Charlottesville à George Floyd, Trump n'a pas montré beaucoup d'empathie à l'égard de la situation, à l'égard des victimes de la brutalité policière notamment. Et il ne réussit pas à condamner de façon non équivoque les suprémacistes blancs. On le sait, il a dit aux Proud Boys de se tenir loin, mais de se tenir près. Il dit de QAnon que ce sont des gens qui l'aiment beaucoup, alors ça lui fait bien plaisir, et que ce sont des gens qui sont contre la pédophilie, alors lui aussi, il trouve que c'est une bonne idée, mais sans plus, il n'y a pas vraiment de condamnation claire à l'égard de ce genre de groupe-là. Et évidemment, Trump serait bien en peine de le faire parce que quand on l'écoute parler depuis quelques années, bien, on se rend compte qu'il a une rhétorique plutôt raciste aussi. C'est très difficile de l'écouter parler des athlètes afro-américains, par exemple, ou de certains hispano-américains. Donc, on sent ce racisme-là qui sous-tend le discours du président et c'est ça qui a contribué beaucoup aussi à la division actuelle de la société. Et ça aussi, comme tous les autres enjeux qu'on a vus, c'est un enjeu qui intéresse différemment les électeurs selon qu'ils appartiennent au Parti démocrate ou au Parti républicain. La question des inégalités, on l'a vu tantôt, de la discrimination raciale, ça intéresse peu de gens au final en tant qu'enjeu important de la campagne. Frédéric montrait le tableau tantôt, on parlait de 13 %, c'est très peu, mais il y a à peu près 80 % des démocrates là-dedans que ça intéresse et 7, 8, 9 % des républicains que ça intéresse. Alors que quand on parle de criminalité, ça s'inverse un peu. Ce sont surtout les républicains que ça intéresse. Alors, ça devient très difficile pour les deux candidats, en fait, de trouver des politiques qui vont permettre de faire des compromis ou en tout cas de rassembler ces deux partis-là. Et ça aussi, c'est une particularité de l'élection de cette année, comment les deux partis ont des vues qui semblent irréconciliables sur de nombreux sujets. Il vous reste 5 minutes. Frédéric? Tu n'as pas activé ton micro, Frédéric. Désolé, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on t'entend. OK, j'ai eu un problème de communication. Donc, pour ce qui est des conséquences de cette élection pour le Canada, Lise et Marc en parlaient au début, c'est important pour nous aussi. Je vais dire quelques mots là-dessus. Un mot qui me vient à l'esprit tout de suite, là, si Biden est élu, c'est évidemment un retour de la prévisibilité, c'est-à-dire que ça redevient un petit peu plus simple pour M. Trudeau et pour Ottawa de voir venir. On le sait avec Trump, on n'est jamais sûr de rien. Lorsqu'il y a eu la renégociation de l'ASEUM, Trump a décidé d'imposer les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien. Il utilisait ça comme outil de négociation. L'ASEUM a été négocié et même après son entrée en vigueur, on l'a vu, Trump, durant la pandémie, a dit « Ouais, ben, peut-être que je vais imposer de nouveaux tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien. » Donc, c'est un contexte très imprévisible. Frédéric, on ne t'entend plus. Du moins, moi, je ne t'entends plus, puis on dirait que ton micro est fermé encore. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. OK, je suis désolé. Je vais pas te rajouter quand même, là. Oui, je suis désolé, j'ai eu un problème de connexion ici. Pourtant, je suis filaire, mais bon, je m'excuse. Je ne sais pas ce que vous avez raté. J'en étais à parler de la relation avec le Canada. Tu t'es rendu à parler de l'acier. Oui, donc, ce que je dirais rapidement, les trois grands enjeux de la relation canado-américaine sont ceux-ci: frontières, énergie, environnement, économie et commerce. Sur la frontière, on l'a vu, depuis le début de la pandémie, la frontière est fermée aux voyages non essentiels. Je pense que le retour de Biden au sein de la Maison-Blanche, le fait qu'il aurait peut-être une stratégie un petit peu plus claire, un petit peu plus systémique sur la lutte contre le virus, permettrait peut-être à Ottawa de
d'avoir une meilleure idée du moment où il sera possible de rouvrir la frontière aux voyages non essentiels. Et ça, c'est important pour toutes sortes d'activités économiques, notamment pour le tourisme, on le sait. Sur l'énergie et l'environnement, ben, si Biden est élu, ce sera possible pour Trudeau de recommencer à parler de ces questions-là, parce que c'est une fin de non-recevoir en ce moment pour M. Trump. Il n'est pas possible de parler de questions environnementales, de collaboration entre le Canada et les États-Unis pour donner l'exemple à l'échelle internationale sur ces questions-là. Par contre, sur l'économie et le commerce, je disais tout à l'heure qu'avec Biden, les choses seraient peut-être un petit peu plus prévisibles, mais ça ne veut pas dire que les risques de désaccord entre le Canada et les États-Unis sur toutes sortes de questions commerciales disparaîtraient pour autant. Cet appétit pour des politiques visant à protéger les emplois américains ne disparaît pas, même si Biden est élu. Biden ne raffole pas des tarifs, par exemple, que Trump a imposés à plein de pays, mais il milite quand même pour des mesures Buy American. Donc, les projets d'infrastructure de Biden mettraient ça au cœur de la philosophie, c'est-à-dire, ben, on va relancer l'emploi, mais on va relancer ces projets d'infrastructure à l'aide de matières premières, de matériaux produits aux États-Unis. Donc, ça risque d'être un défi. Et rapidement, je ne sais pas si on peut passer à la dernière diapositive. Donc, on attire ici votre attention, Karine et moi, sur la carte électorale américaine, disons, en date d'aujourd'hui. Et ce site-là est très intéressant. C'est un site qui s'appelle 270 to Win. C'est une carte interactive et vous pouvez vous amuser de vos propres scénarios. Je rappelle rapidement que le système électoral américain est un système finalement qui s'appuie sur la mécanique du collège électoral pour élire le président. Donc, ce n'est pas le vote populaire qui compte, ce n'est pas le vote au pays qui compte. Il faut gagner la bonne combinaison d'États pour obtenir au moins 270 des 538 votes au collège électoral. Donc, vous voyez en haut que Biden est à 334, Trump est à 163. Oui? Oui, vous avez 2 minutes là, que je vous rajoute. Là. Le temps est écoulé formellement. Ça, c'est mon maudit truc. OK. Alors, vous avez 2 minutes encore. Là. OK? Oui. Je peux arrêter tout de suite si vous préférez. Non, continue. Je t'ai rajouté du temps justement à cause des problèmes techniques. OK. Ben, je vais y aller rapidement. Selon les scénarios, pour Trump, il n'a pas le choix. Il doit gagner l'Ohio, la Floride, la Georgie, l'Iowa, la Caroline du Nord. Et à partir de là, et vous voyez que les États en bleu sont plutôt des États qui penchent pour Biden en ce moment, si on regarde les sondages. Donc Trump doit gagner les États que j'ai mentionnés. Et en plus de ça, il doit gagner une autre combinaison parmi les 3 options suivantes. Soit la Pennsylvanie et l'Arizona, soit le Michigan et l'Arizona, soit le Michigan et le Nevada. Et parmi ces États-là, il y en a beaucoup, on verra ce que ça donne le 3 novembre, mais qui ne semblent pas à la portée de Trump. Donc, il y a un débat cette semaine, on verra s'il peut renverser la vapeur, mais pour l'instant, Biden est quand même en bonne position pour bien faire le 3 novembre. Ce n'est pas une prédiction, mais Biden est en bonne position. Je vais m'arrêter. Et si vous voulez plus loin, il y a une autre diapositive. On a un guide des élections américaines, on a une série d'activités, on a un balado, on fait plein de choses et vous aurez les informations au site Internet que vous voyez là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. C'était vraiment excellent, très complet. On va ouvrir le plancher aux questions. Encore une fois, si vous avez des questions, utilisez le chat. Alors, c'est le petit bidule là sur le truc à bidule. Alors, je ne sais pas comment appeler ça, mais enfin, qui ressemble à un texte là, avec une flèche. Je vais commencer avec une question qui est la mienne, une chose que vous n'avez pas abordée dans vos présentations, et je pense qui est intéressante, c'est la question des élections au Sénat. Alors, selon les sondages, il y a quand même une assez forte probabilité que les démocrates finissent par reprendre le Sénat. Alors, c'est quoi les implications de ça d'abord? Évidemment, ça serait beaucoup plus facile pour Biden de passer ces lois ou ces politiques si le Sénat et la Chambre sont tous les deux penchent du côté démocrate, mais aussi si les démocrates remportent le Sénat, ça aurait été largement le résultat d'un backlash de ce qu'on appelle les swing voters contre Trump, ce qui limiterait potentiellement un peu
la capacité des démocrates de passer certaines de leurs politiques les plus progressistes, par exemple les soins de santé pour tous ou le Green New Deal ou ce genre de choses-là, des trucs qui sont un peu plus côté Bernie Sanders que Biden. Alors, quelle est votre perspective un peu là-dessus? Je peux commencer, Karine, ou tu veux? Okay. Oui, vas-y. Ben, les démocrates sont également en bonne position en vue des élections pour bien faire aux élections au Sénat. S'il remporte la Maison-Blanche, si Biden remporte la Maison-Blanche, les démocrates ont besoin d'un gain net de 3 sièges au Sénat pour élire une majorité. Okay? Et en ce moment, il y a 4 élections que je surveille tout particulièrement. Il y a celle au Colorado, où Cory Gardner est en difficulté. Ce sont des républicains, ceux dont je parle. Au Maine, Susan Collins est en difficulté. Caroline du Nord, Thom Tillis et Martha McSally en Arizona. Mais ce qui est assez particulier cette fois-ci, c'est qu'il y a même des sénateurs républicains qui ne pensaient pas être en difficulté qui semblent l'être. Et je pense notamment à Lindsey Graham en Caroline du Sud. Ce que Karine disait tout à l'heure est très important. Les chances des démocrates de reprendre le Sénat vont beaucoup dépendre du taux de participation. Si les gens sortent voter massivement pour Biden, ils vont en profiter pour voter pour les autres démocrates sur les bulletins de vote. Et Marc a tout à fait raison. C'est extrêmement important pour les démocrates d'avoir les 2 chambres du Congrès également parce que toutes les promesses dont on a parlé tantôt, augmentation des impôts des plus riches, des subventions pour les emplois verts et tout ça, restera lettre morte. Ça restera lettre morte si les démocrates n'ont pas le Congrès également. Donc, c'est très important. Et Marc fait bien de le Parti démocrate reste assez hétérogène et il y a des gens plus à gauche au sein du parti qui vont essayer de tirer Biden encore plus à gauche s'il est élu et que les 2 chambres sont démocrates. Et ce que je retiens par contre de Biden, c'est qu'il est quand même assez pragmatique. Ce n'est pas le plus grand idéologue qui soit, très centriste, et pourrait être tenté d'aller de l'avant avec des politiques peut-être très progressistes sur certaines questions pour gagner des victoires un peu plus au centre sur d'autres enjeux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense Bernie Sanders a offert son appui à Biden, c'est qu'on a le sentiment qu'avec Biden, on va quand même pouvoir aller de l'avant avec des politiques progressistes qui plaisent à Sanders et aux autres un petit peu plus à gauche. Merci. Karine, aurais-tu quelque chose que tu voudrais rajouter à ça? Non, ça va. On va essayer de prendre le plus de questions possible. Donc, je ne vais pas répéter ce que Frédéric a déjà dit parce que ça me semble tout à fait juste. OK, parfait. Alors, Lise, aurais-tu des questions de l'auditoire, des participants? Oui, on peut. La première question qui concerne l'Obamacare. Donc, ce serait quoi les arguments constitutionnels qui sont véhiculés par les républicains? Puis pourquoi cette loi pose des problèmes constitutionnels? En fait, je peux y aller, Eric? Tu pourras compléter. En fait, c'est surtout la question de l'obligation. Je pense que c'est ça qui dérange beaucoup de républicains. C'est le gouvernement qui force les Américains à souscrire à une assurance, que ce soit par le biais de l'employeur ou par le biais ou de façon privée. L'histoire politique américaine, la culture américaine fait en sorte qu'on se méfie toujours du gouvernement, en particulier du gouvernement fédéral. Alors, on a toujours une réticence chez les républicains en particulier de laisser le gouvernement prendre des décisions à notre place. Donc ça a été un discours tenu pendant les premières années de l'Obamacare qui a fait en sorte que ça s'est retrouvé devant la Cour suprême à quelques reprises. Mais sur plusieurs de ces votes à la Cour suprême, c'est une cour divisée sur les lignes idéologiques qui a rendu sa décision. Et c'est le juge en chef, John Roberts, qui est un conservateur nommé par W. Bush, qui s'est placé du côté des plus libéraux pour justement faire en sorte que cette loi ne soit pas annulée parce qu'on se rendait compte des bénéfices aussi de ça. Et sur le terrain, évidemment, même les républicains, les citoyens républicains qui n'en voulaient pas au départ de cet Obamacare-là se rendent compte des bénéfices que ça peut avoir, en particulier en temps de pandémie. Donc, ce n'est pas nécessairement un sujet là, sur lequel Trump va beaucoup intervenir ou les républicains vont beaucoup intervenir nécessairement dans ces dernières semaines de campagne. OK, parfait. Autre question, Lise? Oui, on a d'autres questions au niveau des... Vous avez parlé un peu des infrastructures, mais est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails comment le plan de Trump se distingue de celui de Biden? Je peux dire quelques mots là-dessus. Sans trop entrer dans les détails, je dirais que
les plans de Trump et de Biden peuvent quand même se ressembler dans la mesure où Trump promettait de vastes investissements en matière d'infrastructure, ce que les républicains ne faisaient pas nécessairement habituellement. Parce qu'au sein du Parti républicain, il y a un courant qu'on appelle le courant des conservateurs fiscaux et qui sont très préoccupés par les déficits publics et la dette publique. Et quand Trump est arrivé au pouvoir en 2016 en disant on aura un vaste programme de relance des infrastructures, mais on va réduire les impôts d'à peu près tout le monde en même temps, il y a des conservateurs fiscaux qui se disaient mais comment va-t-on équilibrer le budget? Et ça représente un problème à nos yeux. Et c'est la raison pour laquelle le vaste programme de Trump n'a pas vu le jour. D'ailleurs, Karine le mentionnait dans les échecs ou les choses qui restent à faire du côté de Trump, il y a ça. Donc, de grands investissements, et ça peut ressembler à du keynésianisme si on va jusque dans la théorie économique, alors que les conservateurs fiscaux seraient plutôt tentés de dire non, on ne fait pas ça, on laisse les entreprises développer l'économie sans trop grande intervention de l'État. Par contre, dans le détail, après, comment on investit, là, il y a des différences importantes entre Biden et Trump, et notamment en ce qui a trait à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire Biden dit on va surtout investir dans les énergies renouvelables, par exemple, ou des programmes qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Alors que Trump n'est pas du tout là-dedans. Trump mise plutôt sur le développement des combustibles fossiles, comme le disait Sarah Palin en 2008, drill, baby, drill. Le charbon en Virginie-Occidentale, réinvestissement dans des industries métallurgiques comme l'acier, l'aluminium. Donc, on est vraiment différent sur ce plan-là, mais sur le principe, il y a quand même des deux côtés cette idée qu'il va falloir que le gouvernement favorise ces grands projets de développement pour relancer l'économie, surtout en période de pandémie. Okay, d'autres commentaires? Lise, je vois qu'il y a plusieurs autres questions qui... Oui, on peut... Alors, si tu veux filtrer ça. Donc c'est ça, si Biden était élu, est-ce que vous pensez qu'il suivrait un modèle plus consensuel, un peu comme Obama, ou avec les républicains, ou bien s'il suivrait les revendications plus fortes de la frange progressiste du Parti démocrate s'il est élu? Je pense que comme Frédéric le dit tantôt, il est pragmatique. Alors, je pense qu'il va essayer de faire un savant mélange des deux. Le problème, c'est pas tant ce que le président veut faire que comment le reste des élus y réagissent et comment la société y réagit. On se rappelle, Barack Obama a été élu en 2008 en disant « Je serai celui qui va réconcilier les deux partis, je tendrai la main aux républicains en face de moi, je traverserai cette allée-là qui nous sépare. » Mais les républicains ont dit « C'est pas comme ça que ça va marcher. » Donc, à partir du moment où les élus ne jouent pas le jeu, à partir du moment où il n'y a pas cette volonté de part et d'autre de travailler de façon conjointe, à ce moment-là, c'est plus difficile pour le président d'être pragmatique ou en tout cas d'obtenir des résultats. Et effectivement, en même temps, comme le disait Frédéric, il aura aussi à réconcilier tout le monde. Le Parti démocrate, on le sait, c'est un parti de coalition, c'est pas un parti aussi homogène que les républicains, donc il faut réconcilier tout le monde. Mais encore une fois, il va falloir trouver, surtout si jamais le Sénat devait rester républicain, il va falloir trouver une façon de faire adopter des projets de loi. Donc, à ce moment-là, on sera moins tenté peut-être d'aller vers cette gauche très progressiste. Mais ça va dépendre de la composition du Sénat. Ça va dépendre aussi de la façon dont les élus y réagissent. Parce que s'il devait y avoir une défaite de Trump, on fait beaucoup de blagues ces temps-ci sur les réseaux sociaux en disant c'est là que tous les républicains vont écrire un livre en disant « Moi, j'ai combattu dans l'ombre contre Donald Trump. Moi, j'ai été un résistant silencieux, etc. » Donc, tout le monde va se dissocier très rapidement. Est-ce qu'ils vont vouloir justement montrer leur bonne volonté en se rapprochant, en voulant faire des compromis avec les démocrates? On verra. Ça fait plusieurs années que cette polarisation-là s'accentue, donc on verra ce que ça donnera. Mais il y a tous ces éléments-là à prendre en considération. J'ajouterais juste très, très rapidement que ça va dépendre aussi si Biden gagne, du type de victoire auquel on assiste le 3 novembre. C'est-à-dire, si c'est très serré, cette idée que Biden a un mandat pour gouverner à sa guise sera moins répandue dans le pays. Mais ici, c'est un raz-de-marée. Il y a certains pronostiqueurs qui disent que c'est possible qu'il y ait un raz-de-marée, une vague bleue. Mais là, évidemment, les républicains pourraient être tentés de dire on entend le message, puis on va essayer de collaborer avec ce président-là. Et Biden, il faut le dire, a quand même beaucoup d'amis au sein du Parti républicain. Ce ne sont pas des choses qui se disent en public, mais regardez notamment une vidéo de Lindsey Graham dont je parlais tout à l'heure. Lindsey Graham adore le président Trump, mais il ne l'aimait pas nécessairement en 2016. Et il y a des vidéos de Lindsey Graham où on entend Graham dire qu'il a Joe Biden en haute estime.
parce que c'est quand même quelqu'un qui a été au Sénat pendant longtemps. Donc, je pense que Biden pourrait être capable, mais c'est vrai que la polarisation est très, très forte aussi. En tout cas, il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le chat qui touchent à la fameuse question de la transition. Alors, si Trump n'accepte pas le résultat du 3 novembre, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il ne l'acceptera peut-être pas s'il perd, il va pleinement l'accepter s'il gagne, mais il soulève quand même la question. Alors, quels sont les risques de ce côté-là et comment la situation risque-t-elle de se dérouler? Ben, peut-être si je peux commencer, Frédéric. De toute façon, je vais recommencer en te citant. Ça dépend si Joe Biden l'emporte de façon claire, nette et décisive ou si c'est très serré. Si c'est très serré, évidemment, Trump va soulever tous les doutes possibles. Il y aura contestation judiciaire. Le scénario catastrophe de 2000 nous revient quelquefois à l'esprit pour ceux et celles qui s'en souviennent. Et donc, ça prend des mois, des semaines avant de savoir qui a vraiment gagné parce qu'il y a des recomptages. En même temps, c'est pas parce que Trump ne veut pas accepter quelque chose que cette chose ne se produit pas. Il y a des institutions, il y a une constitution, il y a des règles. Donc, si Trump devait perdre, évidemment, ça se peut qu'il ne collabore pas à cette période de transition qui va de novembre à janvier. Mais la Constitution dit que le 20 janvier à midi, c'est le nouveau président qui est là, qui entre en fonction, et l'ancien n'est plus président. Donc, Trump peut bien contester, mais il aura seulement quelques recours possibles si l'élection est serrée. Si l'élection, elle est claire, elle est décisée, s'il y a ce raz-de-marée, cette vague bleue dont Frédéric parlait, ce sera très difficile pour lui d'avoir des appuis, en particulier chez les autres élus républicains, pour contester les résultats. Je dirais, tout à l'heure, je suis passé un petit peu vite là-dessus, puis Karine en a fait mention. Le 3 novembre, il y a des États où on aura en principe tous les votes ce soir-là. Parce que ce sont vraiment les États qui décident comment ils organisent les élections fédérales sur leur territoire. Et il y en a pour l'instant qui ont dit on va accepter de comptabiliser des votes après le 3 novembre. Karine en a parlé, mais bon, je vous donne quelques exemples. La Caroline du Nord et la Pennsylvanie, c'est jusqu'au 6 novembre. Ce sont deux États clés de l'élection. Le Wisconsin jusqu'au 9 novembre. L'Ohio jusqu'au 13 novembre. Le Michigan, c'est jusqu'à 14 jours après l'élection. Il y a un État, par contre, où on n'accepte pas de compter des votes au-delà du 3, et c'est la Floride. Trump a besoin de la Floride pour gagner. Donc, le soir de l'élection, si vous constatez que Biden gagne en Floride, peut-être qu'on ne le saura pas le 3, mais on va peut-être le savoir le 4. Si on constate que Biden gagne en Floride, déjà, il y a des républicains qui vont commencer à dire « There's no way for Trump to win this ». Et ça ne se passera pas, peut-être pas du jour au lendemain, mais puis on voit déjà des républicains se prendre un petit peu leur distance par rapport à Trump. Le sénateur Ben Sasse, notamment, il y en a d'autres. Si Trump perd la Floride le 3, je pense qu'il va peut-être dire je reste, mais ça va devenir de plus en plus difficile pour lui de convaincre qu'il devrait. Et je ne suis pas sûr qu'il a les militaires de son côté non plus. Si on devait en venir là, on ne le souhaite pas, mais Biden l'a dit, je vais demander, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais on lui a posé la question, puis je pense qu'il a dit, je vais demander à ce qu'on l'escorte à l'extérieur de la Maison-Blanche ou quelque chose comme ça. On ne veut pas se rendre là, mais je suis d'accord avec Karine, bon, si la victoire est claire en plus, je ne suis pas trop inquiet. Lise, as-tu des questions que tu veux relayer? Oui, il y avait une autre question, en fait, encore dans le cas où Biden était élu. Est-ce que cette élection-là ferait en sorte que le gouvernement américain deviendrait plus positif envers l'approche multilatérale en matière de commerce, de politique commerciale, notamment envers les instances de l'OMC? La réponse, Karine, je peux y aller pour commencer. La réponse est oui. C'est sûr qu'on aurait affaire à un président qui renoue avec l'internationalisme libéral de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui croit qu'on peut régler des différends importants à l'aide d'organisations comme celle-là, l'OMC, retour à l'ONU, retour. Bon. Par contre, je ne sais pas si vous m'avez entendu le dire tout à l'heure parce qu'il y a eu un problème technique, puis je m'en excuse encore, mais il y a une certaine popularité des idées protectionnistes au sein du Parti démocrate aussi. Et oui, on croit au commerce, on croit aux institutions multilatérales sur le plan commercial, mais on va chercher quand même à travers tout ça
à protéger les travailleurs américains dans certains secteurs. Je vous donne un exemple. Quand on était sur le terrain en 2018, on a fait une douzaine d'États voisins de l'Ontario, du Québec, et on a été dans le Midwest et notamment au Wisconsin. Et c'est là où Trump avait dit que le Canada adopte des politiques commerciales déloyales envers les fermiers du Wisconsin, les Américains de façon plus générale. Les démocrates, sur cet enjeu-là, disaient exactement la même chose. Et ça, on n'en a pas parlé ici, là. Mais la sénatrice Tammy Baldwin et autres disaient exactement la même chose. Donc, il y a des questions comme celle-là. Le bois d'œuvre est un autre exemple. Il y a des questions comme celle-là où, oui, on aura affaire à un Biden qui croit à la collaboration, à la coopération sur le plan commercial, mais où on aura maille à partir quand même aussi avec cette administration-là. Mais ça va jouer un petit peu plus en coulisses et moins sur Twitter, ce qui est avantageux aussi parce que quand le président des États-Unis dit que le Canada est déloyal à l'égard des Américains et qu'il le dit sur Twitter, ben c'est 50 millions d'Américains qui l'entendent, voire 100 millions, voire plus. Et ça contribue à populariser l'idée qu'on ne doit pas faire confiance nécessairement à ceux qu'on a considérés comme étant des alliés et des amis sur le plan commercial par le passé. Ça fait évoluer les normes. Et c'est pour ça aussi que c'est très important la relation personnelle entre les dirigeants, en particulier dans une relation comme celle qu'entretiennent le Canada et les États-Unis. C'est toujours plus facile de régler les problèmes, de faire avancer les dossiers quand on s'entend bien, plutôt que quand on est dans une logique de confrontation ou d'insulte ou de non-communication, tout simplement. Donc, même si sur certains dossiers, la relation entre les deux pays va être un peu difficile, ou en tout cas, il y aura des enjeux protectionnistes importants, mais le fait qu'on soit capable de se parler, que les canaux soient ouverts, qu'on retrouve une certaine normalité, comme le disait Frédéric, une certaine prévisibilité, bien, ça va faciliter en tout cas la gestion de ces dossiers-là, assurément. OK, merci. Il nous reste du temps pour une dernière question. Alors, on peut aller est-ce que Lise, il y a d'autres questions d'auditoire qui... Je pense que tu voudrais... Oui, on peut y aller avec la dernière question. Malgré une éventuelle élection de Joe Biden, comment les alliés traditionnels des États-Unis depuis au moins 75 ans pourraient recommencer à faire confiance en la parole d'un président des États-Unis? Vas-y, Karen. Ben, en fait, je pense que ça va soulager beaucoup de nos alliés, beaucoup des alliés, des Américains aussi, parce que un peu comme pour la relation avec le Canada, ça va on va revenir à une certaine normalité. Évidemment, pendant ce temps-là, notamment au sein de l'OTAN, il y a des pratiques qui ont changé. Trump a quand même réussi à faire certains gains, notamment une plus grande contribution des pays membres de l'OTAN aux dépenses militaires, par exemple. Mais c'est certain que Joe Biden a dit, moi, je vais revenir à ce multilatéralisme-là. Je vais recommencer à travailler avec les alliés. Je vais rebâtir des ponts avec mes alliés plutôt que de soutenir des dictateurs ou de me faire ami avec les dictateurs. Donc, encore une fois, là, un peu ce que Frédéric disait au début de la présentation, on revient un peu à la façon de faire de Barack Obama. Joe Biden était très impliqué dans le processus décisionnel en politique étrangère sous Obama. Donc, c'est clair qu'il y aura ce retour-là à une façon de faire plus traditionnelle. Maintenant, est-ce que les liens de confiance vont revenir de façon rapide? Ça, ben, ce sera à voir. Ça va dépendre de la façon dont Biden va proposer les choses. Ça va dépendre qui sera le secrétaire à la Défense, qui sera le secrétaire d'État aussi. Donc, il faudra voir la composition de son cabinet éventuellement. Mais je pense que ça va soulager les alliés parce qu'au moins, on va être en terrain connu. On va être, et encore une fois, je reprends le mot de Frédéric, on va être dans une zone prévisible. Et donc, ce sera plus facile d'établir un dialogue. Et très vite, on avait vu un petit peu le même phénomène de W. Bush à Obama. Souvenez-vous? Je ne suis pas en train de dire que W. Bush et Trump, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. M. Bush n'aimerait pas ça de toute façon qu'on le compare à Trump. Mais à l'échelle internationale, ce président W. Bush n'était pas très populaire non plus, surtout après la réélection de 2004. Et après la réélection de 2004, disons, les opinions négatives envers Bush s'étaient accompagnées d'une montée de l'anti-américanisme aussi, parce qu'il y a des gens qui disaient ils ont voté pour lui une deuxième fois. Donc, si Trump est réélu cette année, on pourrait assister à un phénomène un peu semblable, c'est-à-dire ils n'ont rien compris, on sera pris encore avec un président imprévisible et tout ça. Par contre, si Biden est élu, je pense que, un peu comme ça avait été le cas avec Obama, on pourrait assister à un retour des opinions un petit peu plus favorables à l'international à l'égard des États-Unis. C'est très, très répandu. Il y a un superbe
sondage qui est mené par le Pew Research Center, où on voit justement les opinions internationales du pays, des États-Unis, et on voit que les opinions négatives sont assez répandues dans le monde, c'est pas juste au Canada. Et donc, on va terminer ça, mais je vais vous poser, avant de terminer, une toute dernière, toute petite question, ce qu'un certain animateur de télévision aurait appelé la question qui tue. Alors, quelle est la probabilité, selon vous, d'une victoire de Trump et de Biden? Le site 538.com le met à 12% pour Trump et 88% pour Biden. Alors, trop, pas assez pour Trump, pour Biden? Évidemment, on a tous 2016 en tête. Hillary Clinton avait plus de 90% de chances de gagner l'élection la veille de l'élection. Alors, vous comprendrez que je ne vais pas me commettre à ce point-là. Moi, la seule chose que je dirais, et ce que j'ai appris de 2016, c'est de ne pas sous-estimer le vote pro-Trump. Évidemment, là, on a les données sur le vote par anticipation. Ce sont surtout des démocrates. Il y a des républicains qui vont vouloir aller voter sur place la journée même parce qu'ils craignent les fraudes électorales, parce que c'est ça que Trump leur promet depuis des semaines, qu'il y aura des fraudes. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne sous-estimerai pas le vote pour Trump. Mais si l'élection devait avoir lieu aujourd'hui, je serais relativement confiante pour Biden, mais ça prend juste quelques pourcents pour devenir président. On l'a vu avec ce calcul compliqué des États clés. Donc, ce sera, puisque c'est enregistré, je ne me commettrai pas davantage. Bien, je vais surtout parler du site auquel vous faites référence, Marc. C'est le site de Nate Silver 538. Et leur modèle en 2016 donnait à Trump, la veille de l'élection, à peu près 30% de chances de gagner. Le problème, c'est que les analystes ont sous-estimé cette probabilité-là. C'était quand même 30% de chances de gagner, c'est pas rien. Là, selon le même modèle, mais je dirais qu'il a été amélioré, ce modèle. Ça se peut que Nate Silver et son équipe se trompent, mais ils l'ont amélioré quand même. Selon le même modèle, vous l'avez dit, Trump est à 12% ce matin. Donc, je pense que le modèle est mieux fait que la dernière fois. Je pense que le modèle aussi, Nate Silver le dit dans ses balados, est plus conservateur. On est plus prudent. Donc, le 12% que vous voyez là est peut-être élevé même, selon les standards de Nate Silver. Et donc, ce qui me porte à croire que Biden est quand même en bonne position. L'autre chose qui me porte à croire que Biden est en bonne position, c'est qu'en 2016, il faut le dire, ce ne sont pas les sondages à l'échelle nationale qui ont fait défaut. Les sondages à l'échelle nationale étaient assez justes. Ce sont les sondages dans certains États où il y avait peu de sondages et où on n'avait pas tenu compte d'une catégorie très importante d'électeurs, c'est-à-dire les électeurs blancs moins scolarisés, si vous voulez. Maintenant, et ça, c'est un groupe d'électeurs qui a fortement appuyé Trump. Cette année, les sondages, on a procédé à des ajustements pour tenir compte de cet électorat-là. Et il y a plus de sondages dans les États clés aussi, ce qui permet de contrôler ceux qui seraient moins rigoureux un petit peu. Mais Trump peut surprendre. Il reste 2 semaines. Imaginez si Biden est atteint de la COVID-19. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire d'ici 2 semaines. Il y a un débat cette semaine. Et ce que Karine dit est très, très important aussi. Qui ira voter le 3 novembre? Et en ce moment, Trump est en train de dire il nous dépasse au vote par anticipation, donc rendons-leur l'appareil le 3 novembre. Allons voter. Si les lignes sont très longues, ça peut avoir un effet sur qui participe et tout ça. Donc, c'est pas terminé, loin de là. Ça va être très intéressant de suivre le reste de la campagne. Merci beaucoup. Je veux remercier nos panélistes, Karine et Frédéric. Il faut mettre fin à cette discussion. Merci, Marc, aussi, d'avoir animé le panel. C'était un grand plaisir, une belle rencontre. Puis, je remercie aussi, par le fait même, nos partenaires financiers, notre partenaire de diffusion, le Cercle de finances du Québec. Et puis, je vous convie à la prochaine activité de l'association. Donc, comme vous savez, cette année, on rejoint l'ensemble de nos membres et contacts, donc à travers les 3 sections régionales. La prochaine Le prochain webinaire sera présenté par nos collègues de la section de l'Outaouais et portera sur le commerce international après la COVID. Donc, ils vont recevoir Richard Ouellette, qui est professeur titulaire en droit international économique à l'Université Laval. Et ce sera animé par notre collègue de l'association, Sophie Barma. Donc, c'était un grand plaisir et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.
Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.